Alors, salam alaikum. Et donc, chers étudiants de la filière SMCS 4, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, c'est le chapitre 6, échantillonnage. Alors, je commence par la motivation suivante. Une université, il reçoit 7000 applications par année provenant d'éventuels étudiants. Alors, le formulaire de demande d'admission, il inclut deux variables. Une variable qui est quantitative, il représente le score d'un test d'aptitude qu'on note SAT. Et une variable qualitative qui donne l'information sur le lieu de résidence de l'étudiant. Est-ce qu'il est résident ou non? Et donc cette variable qualitative, il a deux modalités, oui ou non. Et donc les étudiants de l'université, ils ont devant eux un formulaire à remplir qui contient la réponse à deux variables, une qui est quantitative, c'est un score SAT, et l'autre qui est qualitative, il répond à la question, est-ce que vous êtes résident ou non? Donc, ou bien oui, ou bien non. Une variable qualitative qui a deux modalités. Alors, le directeur des admissions aimerait avoir une idée sur ces deux variables. Et dans ce cas, il a deux façons d'obtenir cette information. Alors, la première méthode, il consiste à faire un recensement des 7000 postulants. Et donc, on va obtenir les mesures sur toute la population. Les 7000 individus comme étudiants de l'université. Et donc, voilà ici. J'ai les 7000 individus. Dans la troisième colonne, j'ai le score SAT, c'est la variable quantitative. Et dans la quatrième colonne, j'ai la variable qualitative. Résident, donc la réponse c'est oui ou non. Par exemple, le premier étudiant qui s'appelle Mohamed, alors son score SAT c'est 1025 et il est résident. Donc oui. Par exemple, l'étudiant numéro 3, Hassan, son score SAT c'est 1090 et il est non résident. Et ainsi de suite. C'est-à-dire ici, je vais faire 7000 mesures. C'est-à-dire pour tous les individus de la population, qui sont les étudiants de l'université. Et dans ce cas ici, je vais avoir la somme des scores, la variable quantitative. Donc c'est 6 930 000. Et j'ai combien de oui ici? Les réponses oui pour la variable qualitative, j'ai 5040. Alors dans ce cas, puisque moi j'ai fait les 7000 mesures, et dans ce cas, je peux obtenir la moyenne de la population, que je vais noter 1000. Alors, c'est quoi la moyenne de la population? C'est 1 sur l'effectif total, c'est 7000, la somme de toutes les mesures. Alors ici, la somme de toutes les mesures, elle est là. Et donc, je divise sur 7000 et je vais obtenir la moyenne de la population. C'est 990. J'ai obtenu ici une valeur exacte. Pourquoi? Parce que j'ai fait 7000 mesures. Donc, j'ai mesuré tous les individus de la population. Et je peux encore obtenir la variance de la population qu'on va noter sigma carré. Alors la variance par définition, c'est 1 sur l'effectif total, donc c'est 1 sur 7000. La somme est variée de 1 jusqu'à 7000. Xi, c'est-à-dire chaque valeur de la variable quantitative SAT, moins mi. Mi, c'est la moyenne de la population qu'on a calculée ici, c'est-à-dire c'est 990 au carré. Et donc je fais un calcul ici, j'obtiens la variance de la population, c'est 6400. Et finalement encore, je peux obtenir la proportion des résidents de la population. Alors la proportion, c'est quoi? C'est l'effectif des individus qui ont répondu oui sur l'effectif total. Alors j'ai combien de oui ici? J'ai 5040. Et donc je divise l'effectif 5040 sur l'effectif total et j'obtiens la proportion des résidents à l'université. Donc c'est 0,62. Alors comme fréquence, c'est 72%. La deuxième méthode maintenant, il consiste à prendre un échantillon de taille par exemple ici 50 postulants et faire des estimations ponctuelles. Voilà. Et donc ici, je ne vais pas faire 7000 mesures. Pourquoi? Parce que j'ai ici extrait de la population un échantillon de taille 50. Donc j'ai seulement le score SAT et la réponse résident oui ou non seulement de 50 étudiants. C'est-à-dire, au lieu de travailler comme le premier cas des recensements sur toute la population et connaître la valeur exacte de la moyenne, maintenant, non, qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire seulement un petit échantillon de la population. Par exemple, la taille ici, c'est 50 personnes. Alors dans cet échantillon, on va obtenir une moyenne qu'on note X bar. Alors la moyenne de l'échantillon, c'est quoi? C'est 1 sur 50, puisque la taille de l'échantillon, c'est 50, la somme de toutes les valeurs. Donc les scores, la somme des scores pour 50 étudiants, et je veux obtenir 6 valeurs. C'est 997.
La moyenne de la population, maintenant, il est inconnu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait les 7000 mesures. On a fait seulement 50 mesures. Et dans ce cas, la moyenne mi de la population, il est inconnu. Alors, on aimerait bien que la moyenne X bar qu'on a obtenue pour cet échantillon-là, il sera une bonne estimation de la moyenne mi de la population qui est inconnue. Et donc, X bar, il estime la valeur inconnue de la moyenne. Mais le problème, c'est quoi? C'est la taille de l'échantillon. Comment extraire, bien comment choisir N, la taille de l'échantillon? Et donc voilà, comme j'ai dit, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre X bar comme estimateur de la moyenne mi. Mi, c'est la moyenne de la population qui est inconnue pour nous. Alors on va estimer cette moyenne qui est inconnue par la moyenne X bar. Cette moyenne X bar, elle est obtenue dans l'échantillon. Et donc X bar, c'est quoi? C'est 1 sur la taille de l'échantillon, la somme de toutes les mesures qu'on a obtenues sur l'échantillon. C'est-à-dire 1 sur 50, la somme est variée de 1 jusqu'à 50, les XI. Alors je calcule, on a obtenu 997. Et effectivement, dans le premier cas, lorsqu'on a fait un recensement, c'est-à-dire on a fait les 7000 mesures, on a obtenu la moyenne de la population, c'est 990. Et donc vous voyez que cette moyenne ici, X bar dans l'échantillon, il approxime bien la moyenne mi de la population. Et donc je peux dire que la taille de l'échantillon 50 ici qu'on a pris au début, elle est bonne. Alors la même chose pour la variance sigma carré de la population. Puisqu'on n'a pas fait 7000 mesures, on a travaillé seulement avec 50 mesures, et donc on doit chercher une estimation de cette valeur qui est inconnue pour nous. Alors, on prend S carré comme estimateur de la variance sigma carré. Et c'est quoi S carré? S carré, c'est la variance calculée dans l'échantillon. Et donc S carré, c'est 1 sur, et faites attention ici, c'est N moins 1. La somme ici, xi moins x bar, c'est quoi x bar? C'est la moyenne qu'on a obtenue dans l'échantillon. Au carré, donc voilà 1 sur la taille de l'échantillon, moins 1, et toujours faites attention ici. S carré qui est estimateur de la variance, ici on pose N moins 1. C'est pas comme le calcul de la variance. Lorsqu'on calcule la variance de la population, sigma carré, on met ici 1 sur l'effectif total, grand N. Mais ici, le S carré, qui est un estimateur de la variance, c'est-à-dire la variance ici échantillonnale, on met 1 sur N moins 1. Et donc faites attention ici. Alors j'utilise ici X bar, c'est la moyenne qu'on a obtenue dans l'échantillon. Je calcule, on trouve 6301. Et la variance sigma carré qu'on a obtenue dans le premier cas, lorsqu'on a fait un recensement, c'est-à-dire un calcul pour les 7000 candidats, on a obtenu 6400. Et vous voyez encore ici que la variance échantillonnale ici, elle estime bien la variance de la population. Et donc encore, je peux dire ici qu'on a fait un bon choix de la taille N, qui est 50 de l'échantillon. Et la même chose, on va prendre P bar comme estimateur de la proportion P. La proportion P, c'est quoi? C'est la proportion de la population, qui est inconnue pour nous. Et P bar, c'est quoi? C'est la proportion qu'on obtient dans l'échantillon. Alors la proportion dans l'échantillon, P bar, c'est quoi? C'est l'effectif des oui. Donc j'ai combien de oui ici? C'est l'effectif total, c'est la taille de l'échantillon. Alors on a obtenu pour 50 individus 34 oui sur l'effectif de l'échantillon 50. Alors je calcule, je trouve 0,68. Et encore vous voyez qu'il approxime la proportion P qu'on a obtenue dans le premier cas lorsqu'on a fait un recensement, c'est-à-dire la mesure de toutes les 7000 valeurs. Alors je résume. Les paramètres de la population, ils sont mis la moyenne, sigma carré, la variance, et P, la proportion. Les paramètres dans l'échantillon, ils sont X bar, la moyenne échantillonnale, S carré, la variance échantillonnale, et P bar, la proportion échantillonnale. Alors X bar, c'est un estimateur de mi. S carré, et faites attention, c'est N-1, c'est un estimateur de sigma carré. Et P bar, c'est un estimateur de P. Alors lorsqu'on travaille seulement sur un échantillon et pas sur toute la population, on a deux problèmes. Alors le premier problème, c'est quoi? C'est la taille de l'échantillon. Comment choisir N, la taille de l'échantillon? Si on prend N très grande, et donc il existe trop de ressources, il y a un problème d'économie, il y a un problème du coût, ça coûte de l'argent, et on va perdre du temps. Mais si on prend une taille de l'échantillon trop petite,
alors il ne sera pas précis. Et donc on a deux problèmes ici. Est-ce que la taille de l'échantillon doit être petite ou grande? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème maintenant, c'est quoi? C'est l'erreur d'échantillonnage. Et comme on a dit, par exemple, mi, c'est quoi mi? C'est la moyenne de la population. Et x bar, c'est quoi? C'est la moyenne échantillonnale. C'est la moyenne dans l'échantillon. Et on a dit que x bar, c'est un estimateur ponctuel de mi. Alors, x bar moins mi, cette différence en valeur absolue, c'est l'erreur pour la moyenne échantillonnale. Effectivement, puisqu'on ne mesure pas les 7000 candidats, on ne fait pas un recensement, c'est-à-dire qu'on travaille seulement avec un échantillon, effectivement, il y aura une erreur. Alors, x bar moins mi en valeur absolue, c'est l'erreur échantillonnale pour la moyenne. La même chose ici. Sigma carré, c'est la variance de la population. S carré, c'est l'estimateur de cette variance. Alors, S carré moins sigma carré, cette différence en valeur absolue, c'est l'erreur pour la variance échantillonnale. Et la même chose, P, on a dit, c'est la proportion de la population. P bar, c'est son estimateur, c'est la proportion dans l'échantillon. Alors, P bar moins P en valeur absolue, c'est l'erreur qu'on commet pour la proportion échantillonnale. Donc, vous voyez, si on ne veut pas faire un recensement, c'est-à-dire on ne veut pas travailler sur toute la population, on a deux grands problèmes. C'est quoi la taille de l'échantillon qu'on va prendre? Et on doit essayer de minimiser le maximum possible les erreurs échantillonnales, que ce soit pour la moyenne, la variance ou la proportion. Alors maintenant, je cite quelques méthodes classiques d'échantillonnage. Je commence par la première méthode, l'échantillonnage aléatoire et simple. Et donc voilà ma population. Ici à l'intérieur, il y a les individus. Alors le choix ici se fait parmi tous les individus qui sont statistiques, qui ne forment qu'un grand ensemble. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais extraire des individus, exactement la taille c'était 50, donc je vais extraire ici un échantillon de taille 50. Alors l'échantillon, voilà, ce sont les points qui sont en rouge. Et le tirage ici, c'est un tirage aléatoire et simple. Donc je peux essayer de faire un tirage par exemple successif et sans remise. Je vais choisir le premier individu, après le deuxième individu, le troisième individu, le quatrième individu, et ainsi de suite. Ou bien je peux faire ici encore un tirage simultané. C'est-à-dire je peux choisir les 50 candidats en même temps. Alors le deuxième type d'échantillonnage, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage stratifié. Si la population maintenant est très hétérogène, par exemple ici pour les étudiants, il y a les filles, il y a les garçons, il y a par exemple les plus âgés, il y a les pauvres, il y a les riches, et donc il est très hétérogène. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser la population en sous-ensembles qu'on appelle les strates. Et donc voilà la population. Je vais la diviser par exemple ici en 3 strates. Je vais dire par exemple la première strate, c'est-à-dire le premier sous-ensemble, il représente les filles. La deuxième strate, c'est-à-dire le deuxième sous-ensemble de la population, il représente les garçons. Ou bien par exemple une strate des riches, une strate des pauvres, ou bien une strate par exemple pour les étudiants, une strate des étudiants qui sont très excellents, une strate des étudiants qui ont une moyenne assez bien, et une strate pour les étudiants qui ont une note très faible. Et dans ce cas, j'ai divisé la population en des strates. Par exemple, ici dans mon exemple, on a divisé la population en 3 strates. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dans chaque strate, qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire un petit échantillon en utilisant la première méthode, c'est-à-dire l'échantillonnage aléatoire et simple. Et donc par exemple ici, voilà, je vais extraire ces individus en rouge. Et la même chose dans la deuxième strate, je vais encore appliquer la première méthode, c'est-à-dire un échantillonnage aléatoire et simple. Je vais obtenir ces individus. Et la même chose dans la troisième strate, encore je vais appliquer la première méthode, un échantillonnage aléatoire et simple. Voilà, je vais obtenir ces 3 individus en rouge. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rassembler les éléments que j'ai obtenus ici, et les éléments que j'ai obtenus ici, et les éléments que j'ai obtenus ici. Et enfin, je vais obtenir mon échantillon de taille M. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage stratifié. Maintenant, le problème c'est quoi? Imaginez par exemple qu'on a un nombre assez important des strates. Donc les strates ici, ils sont très nombreuses. Donc voilà la population. On a divisé la population à des strates, mais le problème c'est quoi?
on a obtenu plusieurs strates. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir au hasard quelques strates. Voilà, c'est ce qu'on appelle les grappes. Par exemple, je vais choisir cette strate et cette strate et celle-là. Et c'est fini, ça y est. Je vais choisir 3 strates parmi les strates que j'ai obtenues. Alors, ces 3 strates, c'est ce qu'on appelle les grappes. Et au sein de ces grappes, qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer tout simplement l'échantillonnage aléatoire et simple, c'est-à-dire la première méthode. Donc ici, je vais extraire quelques individus. La même chose, par exemple, ici, je vais extraire quelques individus dans cette grappe. Et la même chose, dans cette grappe, je vais extraire quelques individus. Et je vais rassembler les individus que j'ai extraits. Et je vais dire, voilà mon échantillon N. Alors maintenant, on passe à une notion qui est très fondamentale dans la théorie d'échantillonnage. C'est ce qu'on appelle la distribution d'échantillonnage. Alors, puisqu'on a 3 paramètres à estimer, c'est la moyenne mi, la variance sigma carré et la proportion P. Alors, je vais commencer par la distribution d'échantillonnage de la moyenne X bar. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème central limite. C'est un théorème très important dans la théorie d'échantillonnage. Alors, lorsque la variance sigma carré de la population est connue et que l'échantillon prélevé est de taille assez grande pour nous, c'est-à-dire la taille de l'échantillon, il dépasse 30. Alors, dans ce cas, la moyenne échantillonnale, le X bar, 1 sur 1, la somme des xi, i varie de 1 jusqu'à 1, la taille de l'échantillon, il suit une loi normale de moyenne mi. C'est quoi mi? Mi, c'est la moyenne de la population. Et de variance, c'est sigma carré sur n. C'est-à-dire je divise la variance de la population sur la taille de l'échantillon. Ou bien, si on veut travailler avec une variable qui est centrée et réduite, et donc je pose z, c'est quoi? C'est x bar, la moyenne échantillonnale, moins la moyenne sur l'écart type. L'écart type, c'est sigma sur racine n. Comment j'ai obtenu sigma sur racine n? Donc ici, puisque la variance c'est sigma carré sur n, et donc je passe à la racine ici, je vais obtenir l'écart type, c'est sigma sur racine n. Et donc il suit une loi normale 0,1. Maintenant, le deuxième cas, si la variance de la population est inconnue maintenant. Dans le premier cas, il a été connu. Maintenant, il est inconnu. Et toujours, la taille de l'échantillon est assez grande. Et comme j'ai signalé, assez grand pour nous, c'est tout simplement n, il dépasse 30. Alors la même chose, la moyenne échantillonnale, il suit une loi normale de moyenne toujours mi, et la variance c'est s carré sur n. Voilà, dans le premier cas, lorsque la variance était connue, on a utilisé ici sigma carré. Et lorsque maintenant la variance est inconnue, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser s carré. C'est quoi s carré? C'est une estimation de la variance. Voilà. Et donc j'ai 2 choses à retenir. Toujours je travaille, n il dépasse 30, c'est-à-dire je travaille dans un échantillon de taille assez grande. Alors si la variance est connue, et donc voilà la moyenne échantillonnale, il suit une loi normale de moyenne mi et de variance sigma carré sur n. Voilà, sigma carré, c'est la variance qui est connue. Maintenant, si la variance sigma carré, il est inconnu, je vais remplacer ici sigma carré par une estimation. Alors l'estimation de la variance, c'est la variance échantillonnale, c'est le s carré. Voilà. Et donc je vais mettre ici s carré à la place de sigma carré. Et la même chose, dans cette formule, lorsque sigma était connu, alors z, c'est x bar moins mi sur sigma sur racine n, il suit une loi normale 0,1. Maintenant, lorsque sigma il est inconnu, il suffit de remplacer ici sigma par l'écart type échantillonnal. Voilà S. Alors j'ai la même formule ici, sauf que ici j'ai une estimation, c'est S. Et ici j'ai l'écart type de la population. Alors puisqu'on a obtenu ici loi normale 0,1, et donc pour calculer les probabilités, on va utiliser tout simplement la table statistique de cette loi normale 0,1. Alors ces 2 résultats-là, ils résument un théorème fondamental qu'on appelle le théorème central limite. J'ai ici donné la version 1. Une remarque importante maintenant, je peux obtenir le même résultat du théorème central limite, le théorème précédent. Lorsque la variance sigma carré elle est connue, la taille de l'échantillon est assez petite, mais maintenant la variable aléatoire x dans la population il suit une loi normale de moyenne mi et de variance sigma carré. Ça c'est le caractère qu'on étudie sur la population. C'est-à-dire même si je travaille avec un échantillon assez petit, mais si la variance sigma carré est connue, alors toujours je peux appliquer le théorème central limite, c'est-à-dire j'ai toujours une loi normale. Alors avant de passer à un exemple, donc je rappelle ici comment calculer les probabilités via
la table statistique de la loi normale 0,1. Par exemple, si je veux calculer la probabilité que Z c'est la variable aléatoire qui suit une loi normale 0,1. Alors Z il est inférieur ou égal à 0,25. Alors puisqu'il s'agit inférieur ou égal, ça c'est la fonction de répartition qu'on a noté phi des lois normales 0,1. Donc Z inférieur à 0,25, c'est-à-dire c'est phi de 0,25. Alors comment trouver cette probabilité dans la table statistique? On va décomposer ce 0,25. C'est 0,20 plus 0,05. Alors c'est quoi le 0,20? Le 0,20 c'est la ligne ici. Et c'est quoi le 0,05? C'est la colonne. Voilà, elle est là. Alors l'intersection avec cette colonne et cette ligne, il me donne la probabilité qu'on cherche. 0,5987. Voilà, elle est là la probabilité. La même chose maintenant. Si je veux calculer la probabilité qu'une variable aléatoire normale centrée réduite soit inférieure ou égale à 0,5, donc toujours inférieure ou égale, c'est la fonction de répartition au point 0,5. Maintenant, je fais cette décomposition. 0,5 plus 0,0. Alors 0,5 c'est la ligne et 0 c'est la colonne. Donc voilà, la ligne 0,5 et la colonne 0. Et j'obtiens ma probabilité. C'est 0,6915. Voilà, elle est là ma probabilité. Donc voilà un exemple. Alors les statistiques des notes au baccalauréat STE en France pour l'année 2006 sont, voilà la moyenne nationale, c'est la moyenne de la population, mi c'est 10,44. Et l'écart type sigma, c'est 1,46. L'écart type sigma, c'est l'écart type de la population. Et dans ce cas, je peux obtenir sigma carré. C'est la variance de la population. Sigma carré, c'est 1,46 au carré. Alors, une classe de BTS, il comporte 35 élèves. Voilà la taille de mon échantillon. Et donc, N égale 35. Il est supérieur strictement à 30. Voilà, je peux dire que j'ai extrait ici un échantillon de taille assez grande. Alors, d'après le théorème central limite, la moyenne échantillonnale x bar, il suit une loi normale de moyenne on a des mi et la variance c'est sigma carré sur n. Alors, mi, c'est 10,44 et l'écart type de la population sigma, c'est 1,46. La taille de l'échantillon, c'est 35. Ou bien, je peux faire cette transformation, c'est-à-dire obtenir une variable z qui est centrée réduite. Alors, z, c'est quoi? C'est la moyenne échantillonnale, x bar, moins la moyenne mi sur sigma, c'est racine n. Voilà, l'écart type de la population, c'est racine de la taille de l'échantillon. Alors, cette nouvelle variable aléatoire, il suit une loi normale 0,1. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on veut chercher, nous? Quelle est la probabilité que la moyenne de cette classe? La moyenne de cette classe, c'est la moyenne échantillonnale, c'est-à-dire c'est x bar. Alors, quelle est la probabilité que x bar il soit supérieur à 10? Donc, voilà ce qu'on cherche. La probabilité que la moyenne échantillonnale x bar soit supérieure strictement à 10. Et effectivement, puisqu'il s'agit supérieur strictement, et donc je passe au complémentaire, donc c'est 1 moins la probabilité, et ici j'obtiens inférieur. Pourquoi? Parce que le complémentaire de cet événement, c'est celui-là. Alors x bar, puisque x bar ici, il suit la loi normale, mi sigma carré sur 1, on va faire cette transformation, c'est-à-dire x bar moins la moyenne sur sigma, c'est racine n. Et donc voilà. X bar, elle est là, moins la moyenne sur sigma, c'est racine n, et je vais faire la même chose pour 10. Et donc 10 moins la moyenne sur sigma, c'est racine n. Alors cette nouvelle variable aléatoire ici, c'est z. Donc voilà, c'est z ici, inférieur ou égal, et si j'utilise une calculatrice, j'obtiens moins 1,78. Alors, puisqu'ici j'ai inférieur, ça suffit la fonction de répartition des lois normales sont très réduites au point moins 1,78. Et effectivement, on a vu cette formule dans le chapitre précédent. 1 moins phi de, et ici une valeur négative, c'est exactement phi de la valeur positive. Donc voilà, 1 moins phi de moins z égale phi de z. Et comment chercher cette probabilité-là? Phi de 1,78, ben, il suffit de décomposer cette valeur en deux. La ligne, c'est quoi? C'est 1,7. Et la colonne, c'est quoi? C'est 0,08. Alors, l'intersection de la ligne 1,7 et la colonne 0,08, il me donne la probabilité qu'on cherche. Alors, maintenant, on passe à une deuxième version du théorème central limite. Voilà, c'est la version 2. Maintenant, si la variance sigma carré de la population, elle est inconnue. Mais la taille de l'échantillon est petite. Voilà, n, il est inférieur strictement à 30. Et donc, ce n'est pas la loi normale ici. Pourquoi? Parce qu'on a donné une remarque
même si la taille de l'échantillon est assez petite, inférieure à 30, mais lorsque la variance il est connue, et donc la moyenne échantillonnale il suit une loi normale. Mais maintenant, puisque la variance il est inconnue, et la taille de l'échantillon est assez petite, et la variable x qu'on étudie sur la population, il suit une loi normale de moyenne mi et de variance sigma carré, maintenant on pose t, c'est quoi? C'est la moyenne échantillonnale moins mi sur s c'est racine n, il suit maintenant la nouvelle loi qu'on note Tn-1, c'est la loi de Student à n-1 degré de liberté. Voyez la différence avec la version 1 du théorème central limite. Dans la version 1 du théorème central limite, si la variance sigma carré il est connue, ça y est, automatiquement, j'ai une loi normale. Même si la taille de l'échantillon elle est petite ou grande. Mais maintenant, j'ai ce cas-là. C'est ce qu'on appelle la deuxième version du théorème central limite. Si sigma carré, la variance de la population, il est inconnu. Et je travaille avec un échantillon qui est assez petit. Et le caractère qu'on étudie sur la population, il suit une loi normale de moyenne mi et sigma carré. Alors on pose T, c'est la moyenne échantillonnale, moins la moyenne de la population sur S sur racine n. Pourquoi on utilise ici S? C'est-à-dire l'écart type échantillonnal. Pourquoi? Parce que la variance sigma carré, il est inconnu pour nous. Alors puisque la variance de la population, il est inconnu, donc on va utiliser une estimation de sigma carré. Alors, on a vu que l'estimateur de sigma carré, c'est quoi? C'est le S carré. C'est la variance échantillonnale. Alors, cette nouvelle variable aléatoire, x bar moins mi sur S sur racine n, il suit cette nouvelle loi. C'est la loi Student à n-1 degré de liberté. Alors, voilà la table statistique des lois Student. Maintenant, regardez le symbole. C'est supérieur strictement. C'est pas comme la loi normale. La loi normale sont très réduite. Il y avait ici quoi? Il y avait le symbole inférieur ou égal, qui donne la fonction de répartition phi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alpha. Alpha, c'est quoi? C'est la probabilité. Il est où cette probabilité alpha? Elle est là, dans cette ligne. Alors, cette ligne, elle contient les alphas. Maintenant, cette colonne. Cette colonne, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les degrés de liberté. Et on a dit, c'est quoi le degré de liberté des lois Student? C'est n-1. N, c'est la taille de l'échantillon. Donc, le degré de liberté, c'est n-1. Alors, par exemple, si je prends la taille de l'échantillon, égale à 7, donc il est inférieur à 30. C'est un échantillon assez petit. Alors le degré de liberté égale à quoi? C'est n-1 égale à 6. Donc voilà le degré de liberté, c'est 6. Et si je prends par exemple alpha égale 0,05, voilà, alpha égale 0,05, voilà mon alpha, 0,05. Alors l'intersection de cette colonne avec cette ligne, c'est-à-dire le degré de liberté n-1 c'est 6, qu'est-ce que je vais obtenir ici à l'intérieur? On va obtenir ce petit t. Donc le petit t, c'est 1,943. Voilà, notre petit t, c'est 1,943. Alors je donne un exemple pour cette deuxième version du théorème central limite. C'est-à-dire, on va travailler avec la nouvelle loi, c'est la loi de Student. Alors pour estimer le montant hebdomadaire moyen dépensé par les familles de 4 personnes pour leur épicerie, on tire un échantillon aléatoire de taille. Donc voilà la taille, c'est 25. Et donc vous voyez, 25 il est inférieur à 30. Donc j'ai ici un échantillon assez petit. Alors on suppose que les montants dépensés sont distribués normalement. Voilà, le caractère x qu'on étudie sur la population, il suit une loi normale. De moyenne mi égale 120. Et une variance inconnue. Voilà, sigma carré il est inconnu pour nous. Alors puisque sigma carré il est inconnu, donc on va chercher une estimation de ce sigma carré. Alors l'estimateur de sigma carré c'est quoi? C'est S carré. Et comment obtenir ce S carré là? On va chercher la variance de l'échantillon. Donc voilà S carré égale à 36. Alors la question c'est quoi? Quelle est la probabilité que la moyenne de l'échantillon, c'est-à-dire si le x bar, alors la moyenne de l'échantillon soit supérieure à 123. Donc comme j'ai signalé, pour la version 2 du théorème central limite, et la taille de l'échantillon égale à 25, il est inférieur strictement à 30. Et donc j'ai ici un échantillon assez petit. La variance de la population, il est inconnu pour nous. Mais on connaît la variance échantillonnale, c'est-à-dire l'estimateur de cette variance qu'on ne connaît pas, c'est S carré égale 36. Alors d'après le théorème central limite version 2, T égale X bar, la moyenne échantillonnale, moins mi, la moyenne de la population, sur l'écart type dans l'échantillon, c'est racine de la taille de l'échantillon, c'est-à-dire X bar moins 120 sur 6, c'est racine 25, il suit une loi Student à n-1 degré de liberté. Alors la taille de l'échantillon c'est n, et donc le degré de liberté ici c'est n-1 égale 24. Alors qu'est-ce qu'on cherche?
On cherche la probabilité que la moyenne échantillonnale soit supérieure à 123. Alors je vais faire cette transformation. C'est-à-dire x bar moins 120 sur 6 sur racine 25, il suit loi student à 24 degrés de liberté. Donc voilà, moins 120, elle est là. Sur 6 sur racine 25, elle est là. Et la même chose, pour 123, je vais faire la même transformation. 123 moins 120 sur 6 sur racine 25. Et effectivement ici, supérieur strictement au supérieur égal, on a signalé ça dans le chapitre 3, puisqu'on a une variable ici absolument continue à identity, et donc supérieur égal au supérieur strictement, c'est la même chose. Alors cette variable aléatoire ici, c'est notre t, voilà, elle est là. Notre t supérieur strictement, et ici je simplifie avec une calculatrice, je trouve 2,5. Alors 2,5 c'est le petit t, et on a dit que le petit t, il existe à l'intérieur de la table statistique. Mais regardez ici, j'ai que 2,492. Donc c'est une valeur approchée de 2,5. Et donc, la probabilité que t soit supérieur strictement à 2,5, elle est approximée par la probabilité que t soit supérieur strictement à 2,492. Pourquoi? Parce que 2,5, je ne peux pas le trouver ici dans la table statistique. Mais une valeur approchée de 2,5, c'était 2,492. Alors ici, j'ai une loi student. Maintenant, c'est quoi ça? Puisque j'ai le t, la probabilité, c'est le alpha. Donc, je dois chercher le alpha. Alors, le degré de liberté, comme on l'a dit, c'est 24. Donc, je vais travailler avec la ligne 24. Voilà. Et la valeur ici, notre petit t, c'est quoi? C'est 2,492. Elle est là. Et donc, avec cette ligne et avec cette valeur de t, je peux obtenir cette colonne. Et pourquoi on cherche cette colonne? Ce qui existe ici dans cette ligne, c'est notre alpha, c'est la probabilité, 0,01. Voilà, elle est là. Et donc, je peux dire que la probabilité que la moyenne échantillonnale soit supérieure strictement à 123 égale à 1%. Exactement. Alors maintenant, on passe à la distribution d'échantillonnage de la proportion. Et donc, juste ce théorème suivant. Si je note P, c'est la proportion de la population, et j'extrais un échantillon de taille assez grand pour nous, c'est-à-dire n, il est supérieur strictement à 30. Alors la proportion dans l'échantillon, donc la proportion échantillonnale, il suit une loi normale de paramètres. La moyenne c'est P, et la variance c'est P fois 1 moins P sur n. Ou bien, cette variable aléatoire Z bar, c'est P bar moins P sur racine P 1 moins P sur n, la taille de l'échantillon, il suit une loi normale 0,1. Pour clarifier les choses, je passe à un exemple. Alors, P égale 0,8, c'est la proportion de Canadiens satisfaits du libre-échange. On prend un échantillon n égale 100 personnes interrogées. Alors, quelle est la probabilité que la proportion des personnes interrogées, c'est-à-dire P bar, et si je travaille dans l'échantillon, du libre-échange, il soit inférieur ou égal à 0,9. Donc, voilà ce qu'on cherche. La probabilité que la proportion dans l'échantillon soit inférieure ou égale à 0,9. Alors on sait d'après le théorème précédent que la variable aléatoire z, c'est P bar, la proportion échantillonnale moins P, c'est racine P fois 1 moins P sur n, il suit une loi normale 0,1. Alors notre P, c'est 0,8. La taille de l'échantillon n, c'est 100. Alors je vais appliquer cette transformation ici pour obtenir le z. Et je vais l'appliquer encore à 0,9. Je vais obtenir cette formule-là. Donc voilà, moins P est là. Sur racine P, voilà, le P, il est là. 1 moins P. 1 moins P, elle est là. Sur N, elle est là. J'utilise une calculatrice, je trouve, c'est 2,5. Alors Z, il suit loi normale 0,1. Inférieur ou égal à 2,5. Ça, c'est la fonction de répartition de loi normale au point 2,5. J'utilise la table statistique. Et je trouve, c'est 0,9938. Et finalement, on termine par la distribution d'échantillonnage de la variance. Alors, j'ai le théorème suivant. Si on note sigma carré, c'est la variance de la population, qui est inconnue pour nous. Et si on note S carré, c'est la variance échantillonnale. Donc, dans un échantillon de taille n. Alors, cette nouvelle variable aléatoire, Y carré, égale n-1 fois S carré sur sigma carré. N, c'est la taille de l'échantillon. S carré, c'est la variance échantillonnale. Sigma carré, c'est la variance de la population qui est inconnue. S carré, c'est un estimateur de sigma carré. Alors, cette variable aléatoire, il suit maintenant cette nouvelle loi.
c'est ce qu'on appelle la loi qui de à n-1 degré de liberté. Donc voilà la loi qui de. Maintenant c'est y carré. C'est pas le t comme est loi student. C'est pas le z comme est loi normale. Pour les lois student, il y avait ici le petit t. Maintenant on a le petit x. Alors la même chose. Si par exemple j'ai un échantillon de taille 10, et dans ce cas le degré de liberté, c'est n-1 égale à 9. Donc je vais travailler avec la ligne 9. Ici on prend la probabilité alpha égale 0,05. Voilà, ce alpha là, 0,05. Alors cette colonne, 0,05, intersection avec cette ligne 9, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Ce 16,9190, c'est ce petit x là. Donc voilà, on trouve le petit x. Et donc vous voyez que le principe de cette table statistique qui est associée à Eloi qui 2, il est le même que celui obtenu pour Eloi student. Alors fin du chapitre 6. Et bon courage!